Merci à tous. Et je voudrais faire remarquer, parce que ça m'a fait bien plaisir de remarquer le nombre de femmes dans cette salle. C'est assez rare dans les débats médias en France. Bienvenue, merci. Alors il paraît que toute bonne conférence commence par une anecdote. Alors il paraît que toute bonne conférencière doit savoir. Il y a un déséquilibre. Non, je crois que c'est un rééquilibre. Moi, je suis assez content. Alors, il paraît que toute bonne conférence doit commencer par une anecdote. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Et j'espère que cette scène va vous rappeler quelque chose. La scène se passe en 1985 à peu près. Nous sommes aux Nations Unies. Nous sommes devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. À la tribune se trouve la représentante des États-Unis auprès des Nations Unies, Jane Kirkpatrick. Jane Kirkpatrick est à la tribune en train de s'égosiller contre un pays qui menace la sécurité nationale des États-Unis et qu'il faut absolument remettre à sa place et le plus tôt possible. Et elle en veut pour preuve de la dangerosité de ce pays un article paru dans la presse française qui à l'époque était le Figaro Magazine, qu'elle brandit littéralement à la tribune, le magazine français, avec une photo à l'appui qu'elle balaye comme ça en montant à l'Assemblée Générale pour les convaincre de la dangerosité de ce pays. Ce pays est le Nicaragua qui se trouve en Amérique centrale et l'avant-dernier pays le plus pauvre du monde, avec une population de 3 millions d'habitants et une armée, je crois, à l'époque de 20 000 hommes. Ronald Reagan, à l'époque, avait trouvé que ce pays était tellement dangereux qu'il avait décrété l'état d'urgence dans les États du Sud des États-Unis. Imaginez-vous que le Texas était en état d'urgence de crainte de le Nicaragua. Et il disait que l'armée nicaraguayenne était à 4 jours de marche des États-Unis. Et il fallait justifier une excuse pour faire la guerre au Nicaragua. Cette scène vous rappelle quelque chose? Continuons. Il se trouve que le magazine avait publié une photo où on voyait une monceau de cadavres en train de brûler. Jane Kirkpatrick accusait le pouvoir sandiniste révolutionnaire de l'époque d'avoir commis un génocide contre les Indiens Miskitos, c'est leur nom, qui se trouvaient en Amérique centrale. Quelques années plus tard, pour ceux qui ne le savaient pas sur le coup, on a découvert que c'était une fausse photo, parce que le photographe qui l'avait pris a porté plainte, parce qu'ils ont utilisé sa photo à lui. Une photo qu'il avait prise bien avant, au Nicaragua, lendemain d'un tremblement de terre. Et en fait, les cadavres qui étaient en train de brûler, c'était les secouristes de la Croix-Rouge qui étaient en train de brûler les cadavres pour éviter une épidémie. Mais il y avait un problème, parce que sur cette photo, en arrière-plan, on voyait les volontaires de la Croix-Rouge avec leurs brassards. Donc la rédaction du Figaro Magazine avait soigneusement noirci la fumée qui s'élevait des cadavres pour bien cacher les travailleurs de la Croix-Rouge qui étaient derrière sur la photo. Et cette photo a servi comme base du lancement d'une contre-révolution, d'une guerre d'une armée de mercenaires qu'on appelait la Contras, qui partait du Honduras, d'une armée sortie ex nihilo, qui exerçait le terrorisme. Je me souviens d'images vidéo, à l'époque on n'avait pas internet, de ces Contras qui égorgeaient, oh, la scène me paraît familière, qui égorgeaient des jeunes soldats sandinistes qui essayaient de défendre leur pays. 10 années de guerre ont suivi, 40 000 morts pour un pays de 3 millions d'habitants. Tout ça pour vous dire que cette technique de fausse présentation de preuves, c'est rien de nouveau. Et si cette histoire vous fait penser à un certain Colin Powell qui a balancé sa fausse fiole de produits aux Nations Unies pour justifier la guerre en Irak, figurez-vous que ce n'est pas complètement anodin. Pourquoi? Pourquoi je vous raconte cette anecdote? Parce que l'homme qui était chargé d'organiser ces contrastes, cette fameuse armée de mercenaires, était un jeune officier américain qui s'appelait, devinez, Colin Powell. Alors donc, quand il vous a fait le coup de la fausse preuve contre l'Irak, ce n'était pas un accident et ce n'était pas du tout, comme il s'est défendu ensuite, d'une fausse information des services secrets. Il était directement chargé, il a simplement refait le coup, 30 ans plus tard, d'un coup que son supérieur à lui avait déjà fait aux Nations Unies, devant la face du monde, contre un tout petit pays qui a causé, je vous le répète, environ 30 à 40 000 morts. Tout ça pour vous dire que les gens de mon âge, on s'évertue, et souvent, quand on a affaire à des jeunes comme ça qui se lancent dans le métier, à essayer de vous faire gagner du temps. C'est quand même triste de ma part d'arriver
Excusez-moi, j'avais beaucoup d'amis au Nicaragua. C'est quand même triste d'arriver et de dire, ne vous tombez pas, si on peut vous faire gagner du temps, ne pas tomber dans les mêmes pièges à chaque fois. On les voit se répéter année après année, en profitant un peu de la rénovation des générations, et on se dit, c'est pas possible que ça marche à chaque fois comme ça. Et ça retombe un peu sur ce qu'on disait par rapport à la presse, cette remise en contexte historique, comme il y a beaucoup d'ignorance, comme l'information va vite. Il y a quelques-uns comme nous, des fous furieux, qui se rappellent de cette anecdote, qui se rappellent que Colin Powell était chargé de cette guerre monstrueuse, de cette armée de tortionnaires et de terroristes en Amérique centrale, et que ce n'était pas du tout un coup fortuit. Donc, continuons sur la suite. Un des principaux problèmes que je rencontre lorsqu'on parle d'événements médiatiques, des médias en général, c'est le phénomène suivant, un constat. Lorsque vous contrôlez le vocabulaire, vous contrôlez les termes du débat. Lorsque vous contrôlez le vocabulaire, vous contrôlez les termes du débat. Les mots que vous employez, lorsque vous arrivez à les imposer à votre ennemi ou à votre adversaire, vous avez déjà gagné. Il faut donc qu'à chaque fois que nous remettions en cause le vocabulaire qui est employé, décortiquer et faire du re-engineering, on dit en anglais, du démontage du vocabulaire qui est employé. En commençant par ça, parce que le vocabulaire employé va influencer notre façon de penser, et c'est aussi une façon de reconnaître finalement que celui qui est en face, il a raison un peu. Si j'utilise les mêmes mots que lui, c'est que nous sommes d'accord. Or, souvent, je ne suis même pas d'accord sur les mots qui sont employés. Eh bien, je vais commencer par attaquer la phrase, la grande phrase qui m'exaspère et qui va peut-être vous étonner. Et parce qu'il faut prendre les choses à la racine, comme disait Marx, la notion de liberté de la presse. S'il y a une phrase, je sais, mais je vais le faire très amicalement, il est parti. C'est une phrase qui m'exaspère totalement. Parce que c'est typiquement la concession à vocabulaire de l'adversaire, et j'ai bien dit de l'adversaire. Alors rassurez-vous, je ne suis pas là pour défendre une vision dictatoriale de la presse, etc. Mais on va décortiquer un peu cette phrase. C'est important parce que c'est la chose qui est omniprésente et c'est la chose qu'on jette à la figure des États en résistance. C'est le seul truc qu'on vous jette comme ça. Ah, j'ose rien dire, j'ose pas le critiquer. C'est sacro-saint la liberté de la presse, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je vais la critiquer, je vais bien la critiquer, vous allez voir pourquoi. Premièrement, on dit la presse. C'est quoi la presse? On présente la presse comme si c'était un truc homogène. Vous faites partie de la presse. Quel rapport y a-t-il entre ne serait-ce que le plus grand média tunisien et le plus petit journal d'État local américain? Le rapport de force et les intérêts en jeu n'ont strictement rien à voir. Parler de la liberté de la presse, pour moi, c'est comme si on parlait de la liberté de la grande distribution. Et vous mettez dans le même sac Carrefour et le petit épicier du coin qui vend ses quelques canettes et ses épices. Et vous dites, je suis pour la liberté de la presse. Et je suis pour la liberté de la distribution. En fait, je suis en train de mélanger des choses, des activités, des façons d'être, et même des intérêts totalement contradictoires. Donc pour moi, la presse n'existe pas, il existe des presses, il existe des intérêts, dans toute activité, qu'elle soit économique ou pas, et la presse n'en est qu'une de plus, pour l'instant. Et ensuite, la liberté. Ah bah, la liberté de la presse, c'est chouette la liberté de la presse, on aime bien ce mot, tout le monde est garant pour les locataires. Vous aimez cette phrase, vous? La liberté des grands empires, c'est le meilleur garant de la démocratie des peuples ou de la liberté des peuples. Et d'un seul coup, cette liberté devient celle de liberté du renard dans un poulailler, le fameux renard libre dans un poulailler libre. Et c'est quand même pas innocent que ceux qui le brandissent systématiquement, qui s'en servent comme arme, c'est ceux qui en ont moins besoin finalement. Parce que le New York Times, il a besoin de liberté, le New York Times. C'est quoi son problème au New York Times? C'est le journal le plus influent de la planète, il va parler de liberté. Il parle évidemment de sa liberté à lui, il ne parle pas du vôtre, il ne parle pas du nôtre, il ne parle certainement pas de la presse tunisienne, ou n'importe quel média dans les pays du tiers-monde. On voit bien que la liberté de la presse n'est critiquée lorsqu'elle est touchée que lorsqu'elle touche les intérêts de la presse occidentale. Alors la question de la liberté, c'est aussi la question, mais de quelle liberté s'agit-il? Parce qu'on se rend compte qu'on ne la définit jamais. On dit la liberté. Je vous signale que rares sont les activités où les gens ont une liberté totale. Dans la rue, il y a des limites. Vous ne pouvez pas agresser quelqu'un, vous n'avez pas le droit de voler quelque chose. Il y a toujours des limites. Eux, ils disent non, non, pas des limites pour nous.
c'est la liberté de la presse. Alors je pose la question, est-ce que la liberté de la presse inclut, par exemple, comme au Venezuela, la liberté pour la plus grande chaîne de télévision sur place de participer activement et volontairement, si je veux dire, à un tentative de coup d'État contre un président élu, ce qui était le cas de la chaîne de télévision RCTV? C'est ça la liberté de la presse? Et si on constate avec le recul que les médias occidentaux ont critiqué le Venezuela parce qu'ils ont mis fin à la licence de cette chaîne qui, je le répète, a participé à un coup d'État, personne n'a critiqué le fait que la chaîne ait participé à un coup d'État. Ils ont critiqué le pouvoir vénézuélien d'avoir dit à cette chaîne, bon les gars, c'est pas très régulier ce que vous avez fait, on va plus vous louer les ondes hertziennes. Ce qui me fait dire, entre parenthèses, que si la presse occidentale a attaché plus d'importance à l'atteinte à la liberté de cette presse-là, de cette chaîne, plutôt que d'insister sur le fait qu'il ait participé à un coup d'État, ça veut implicitement dire que dans leur esprit, ils sont plus tolérants envers des médias qui participent à des coups d'État qu'à des médias qui se font mettre fin à leur licence de diffusion. Ce qui est quand même révélateur, si je puis dire. Ça veut dire que les médias occidentaux sont tout à fait capables d'y céder à cette tentative de participer à un coup d'État. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, puisque c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vraiment critiqué. Et donc, liberté de la presse, je conteste l'idée, 1, de la presse comme une entité homogène. 2, je conteste fortement la notion de liberté de cette presse-là. Il n'y a aucune raison que cette profession, que ce métier, que cette industrie, parce que c'est une industrie, ne soit pas réglementée d'une façon ou d'une autre. Alors je sais que j'aborde des terrains délicats, des sables mouvants, etc., parce qu'on se dit, oulala, mais c'est quoi l'alternative, Victor? Eh bien, je vais vous en proposer une, et je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce qu'in fine, la presse, moi je m'en fiche complètement, je vais vous dire, je m'en fiche. S'il n'y avait jamais de presse, et si la presse devait disparaître, j'en serais heureux, à une condition. C'est que je puisse continuer à m'informer. Parce que le fin mot du problème, le fin fond du problème, c'est le droit à l'information. Est-ce que j'ai droit à une information honnête? Est-ce qu'il faut que je supporte ou pas ces mensonges, ces déformations, ces campagnes de propagande? Donc, si on remplace dans nos têtes le droit à l'information, un véritable droit comme le droit à la santé, comme le droit à la sécurité, comme le droit à un foyer, à un toit, comme le droit à manger à sa faim, d'un seul coup, ceci englobe, induit et va même jusqu'à au-delà de la liberté de la presse. C'est-à-dire qu'elle le protège de façon encore plus conséquente, mais cette liberté prend une autre forme. D'un seul coup, l'information, si s'informer est un droit, alors informer n'est plus une liberté pour la presse, mais devient un devoir. Et d'un seul coup, on est en train de parler d'autre chose. Ça veut dire que la liberté de la presse et la démocratie, c'est quelque chose qui s'organise, comme s'organise la société, c'est-à-dire que le pluralisme devrait s'organiser. Est-ce qu'il est acceptable que nous soyons soumis à la pensée unique, même si nous sommes d'accord avec cette pensée unique? Intellectuellement, le premier réflexe, c'est de s'en méfier et de se dire « je vais faire de la gymnastique intellectuelle et je vais confronter mes idées parce qu'ils ont besoin d'être confrontés à des avis divergents. » C'est comme ça qu'on sait si on a vraiment raison, c'est comme ça qu'on sait si nos idées tiennent debout. C'est lorsqu'on a la contradiction, parce que tourner un franc rond entre les idées des gens qui pensent la même idée, ben finalement ça produit quoi? Ça produit une forme d'obésité intellectuelle, tout simplement. Autrement dit, et si je devais continuer à prendre un exemple, un parallèle, disons, imaginez qu'un boucher, dans un boutique, un délicat, nous vende de la viande avariée. Est-ce qu'on accepterait l'idée que c'est comme ça, que finalement c'est pas grave, je vais aller me fournir ailleurs? Non. Sur ce plan-là, la résignation, on la rejetterait. On dirait, voir, on n'a pas le droit de vendre de la viande avariée. Mais lorsqu'une certaine journaliste comme Judith Miller, pour ne pas la nommer, dans le New York Times, pour ne pas le citer, écrit régulièrement des articles mensongers, parce qu'on a su ensuite qu'ils étaient mensongers sur les causes de la guerre en Irak, eh ben elle est simplement remerciée par le journal qui est un petit peu gêné, et puis elle va se faire embaucher par un autre journal où elle continue. Alors ma question est simple, c'est comment est-ce qu'ils ont réussi à faire admettre pour nos esprits ce que nous n'accepterions jamais pour nos corps?
finalement, on reconnaît qu'une liberté, vous voyez, comme la liberté devient pernicieuse dans ces cas-là, parce que même dans nos têtes, on dit « Oh, elle a fait ça, c'est pas bien ». Non, elle a fait ça, et c'est terrible. Et elle ne paye pas aucun prix. Ce qu'on refuserait, un simple marchand dans la rue, on s'est résigné, on l'accepte d'une des grandes journalistes, d'une des grands médias. C'est pour ça que je dis que cette notion de liberté de la presse est devenue totalement pernicieuse. Est-ce que mon temps de parole est déjà fini? Parce que je te vois à côté de moi. Non. Est-ce que je pourrais juste faire une autre anecdote? Ou un petit test. Vous adorez les expériences? Non. Vous n'aimez pas les expériences? Vous, monsieur, dehors. Les autres, restez, s'il vous plaît. Oui, mais je veux juste simplement dire ça, comme ça, ensuite vous nous poserez des questions. Je ne pensais pas que ça passerait si. Évidemment, tout le monde croit, tout le monde est convaincu, et vous êtes probablement convaincu vous-même, que vous êtes bien informé. La preuve, d'ailleurs, on va montrer que vous êtes des gens bien informés. Je vais vous poser une question, et tous ceux qui connaissent la réponse, je ne vais pas vous demander d'écrire la réponse, mais juste de lever la main. Comment s'appelle le président de la plus grande puissance économique mondiale de 150 millions d'habitants? Est-ce que vous connaissez le nom du président des États-Unis? Qui connaît le nom du président des États-Unis? Levez la main, s'il vous plaît. Ne me ridiculisez pas. Hein. Qui connaît le nom du président des États-Unis? Sinon, on ne joue pas. Sinon, j'arrête. Tout le monde? Alors, vous êtes super bien informés. Maintenant, qui connaît le nom du pays, le deuxième puissance économique de 3 milliards d'habitants? Qui peut me citer le nom du président de la Chine? Ah, il y a 5 minutes, vous étiez super bien informés. Maintenant, vous avez vraiment l'air d'une bande d'ignards. C'est tout ce que je voulais dire. On en reparlera tout à l'heure.